Tak dnes je mi velkou ctí mezi námi přivítat Alana Badiua. Alain Badiou je dramatik, romanopisec a bez přehánění snad nejvýznamnější světový filozof a emeritní profesor na École Normale Supérieure v Paříži. Mezi jeho hlavní díla patří především 2 opusy Bytí a události z roku 1988 a následně kniha Logiky světů, Bytí a událost 2 z roku 2006. Právě v těchto 2 dílech Badiou doslova převrátil stav současné filozofie a dokázal, že na světě neexistují jen těla a jazyky, ale i pravdy, které jsou věčné a univerzální. Zde se objevují základní Badiouovy pojmy, jako jsou například bytí, které se skládá z mnohostí, subjekt, který se utváří v procesu věrnosti události, a pravdy, jež subjekt v tomto procesu vtěluje. Kromě toho však Badiou publikoval desítky dalších publikací. Namátkou zmíním třeba Ranou teorii subjektu, Etiku, Malý návod inestetiky či Číslo a čísla, kde Badiou vysvětluje svou koncepci čísla opírající se o teorii množin, jež je zároveň polemikou s vulgarizovanou aplikovanou matematikou dnešního světa. Mimo to je Alain Badiou výjimečnou postavou právě díky tomu, do jaké míry spojuje hloubku a konzistenci svého myšlení s postavou militantního subjektu, již stělesňuje ve svém politickém, sociálním a uměleckém angažmá. Když se tak začtete do jeho díla, zjistíte, že jde o určitý druh krystalu, kde se ideje diagonálně prolínají různými obory a různými oblastmi lidské aktivity. Prolínají se politikou, umění, matematikou, ontologií a září z mnoha stran. Proto bych ráda dnes poděkovala Alanovi Badiouovi, že zavítal do Prahy. Dále bych ráda poděkovala všem mým spolupracovníkům a zejména mému kolegovi a spoluorganizátorovi akce Michailovi Hauserovi za jeho obětavou práci. Zrovna tak, jako bych ráda poděkovala všem zástupcům Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, Francouzského institutu, Filozofického ústavu Akademie věd za to, že umožnili konání této akce. Nakonec bych ostatně ráda poděkovala i kulturnímu 14denníku A2 za jeho mediální podporu. Zároveň vás, všechny posluchače, kdo tu jste dnes, zvu na zítřejší konferenci nazvanou Filozofie pravd, která začíná zítra ráno v 9 hodin ve Francouzském institutu a končí v pátek brzy odpoledne. Na této konferenci vystoupí například významný slovinský filozof Rado Říha, jeho manželka, filozofka a psychoanalytička Jelica Šumič-Říha, filozof a hlavní překladatel Badioua Oliver Feldham, teoretička architektury Petra Čeferin, filozofové Frank Ruda, Bruno Bessana, Giuseppe Bianco, Rob Jackson a další. Alain Badiou na této konferenci mimo jiné přednese svou 2. pražskou přednášku nazvanou Co je to pravda. Pro více informací vás odkazuji na naše stránky www.badiou.cz. A nyní už předávám Alanovi Badiouovi a děkuji vám všem za trpělivost a přeji vám, ať se vám přednáška líbí. Je voudrais dire d'abord que je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. C'est la première fois que je viens à Prague. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Et c'est vraiment pour moi une émotion et une joie de vous parler, de discuter avec vous, dans ce pays qui a tellement donné à l'Europe en général et à la civilisation. Je pense toujours avec émotion à ce roman un peu étrange qui s'appelle Le voyage de Mozart à Prague. Et je me dis, en vous voyant avec beaucoup d'orgueil, que nous sommes en train de faire le voyage de Badiou à Prague. Alors naturellement, je ne parle pas ici
du tout en tant que spécialiste de l'Europe centrale, de la Bohème, de son expérience historique. Je n'en suis pas spécialiste du tout au sens de l'expérience immédiate, qui peut être celle des habitants des pays qui composent cette région du monde, notamment de tous ceux qui ont participé et participent directement aux épisodes successifs qui marquent l'évolution historique de la situation. Je ne suis pas non plus un spécialiste journalistique, académique, diplomatique de ces régions du monde dont je vais parler et de votre pays. En somme, je n'ai pas eu, à ce jour, de lien concret, matériel, avec les situations dont je vais quand même parler, et en particulier la situation en République tchèque. Mao Tse-tung, un maître un peu contesté, avait coutume de dire que, étant donné une situation concrète, ceux qui n'ont pas fait d'enquête, ceux qui n'ont pas vu directement, n'ont pas droit à la parole. En un certain sens, donc, concernant les pays d'Europe centrale, à l'exception peut-être de la Slovénie, que je connais assez bien, je n'ai pas de droit particulier à la parole. Je dois justifier mon intervention, ici même, comme n'étant ni celle d'un acteur de la situation, important ou minuscule, ni celle d'un témoin, ni celle d'un savant qui lit et parle les langues diversifiées de ces pays, le tchèque, le slovaque, le polonais, le lituanien, et ainsi de suite. Je commence donc par définir le lieu intellectuel et pratique d'où je parle devant vous. Alors il y a d'abord la philosophie. Je soutiens que l'invention conceptuelle de la philosophie est sous condition d'autres pensées, d'autres pratiques. Parmi ces conditions de la philosophie, il y a la politique, à la fois le réel politique contemporain et aussi l'histoire des politiques. Et à ce titre, toute nouveauté politique qui s'est manifestée dans le monde actuel intéresse le philosophe. Évidemment, l'écroulement de l'Union soviétique, l'indépendance reconquise des pays de l'Europe centrale ont été, dans les années 80 et suivantes, des faits historiques très importants qui me concernent en tant que philosophe. Par ailleurs, je soutiens que toute vérité, c'est-à-dire tout ce qui possède de façon vérifiable une portée universelle, prend naissance et crée dans un contexte historique particulier. C'est même peut-être mon problème philosophique le plus important. Comment comprendre que ce qui a une valeur universelle puisse cependant commencer, être créé, déployé, organisé dans des situations qui sont toujours absolument particulières dans l'espace comme dans le temps, dans la géographie comme dans l'histoire. Alors, à ce genre de commencement de ce qui est universel dans un monde particulier, je donne le nom d'événement. Il en résulte que tout ce qui ressemble à un événement, en ce sens-là, tout ce qui semble produire des effets qui, localisés, auront pourtant une portée universelle, me concerne en tant que philosophe. Alors, je peux donc au moins poser la question suivante. Est-ce que ce qui s'est passé
à partir de 1989 en Union soviétique, puis dans toutes les démocraties populaires de l'Europe centrale, et en particulier tout ce qui a contribué à la création de la République tchèque, était un événement dont les conséquences ont une valeur universelle. Voilà la question très simple dont je voudrais partir. Mais peut-être aussi la question suivante. Est-ce que déjà ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1968, la révolte contre le régime politique oppressif, la proposition de Dubček d'un socialisme à visage humain, puis la répression du mouvement par l'armée soviétique, est-ce que tout cela n'était pas déjà un événement? Quelque chose qui se passait ici, chez vous, et qui cependant avait peut-être une portée universelle. Alors vous me direz, cela a été un échec. Mais il y a des échecs qui sont de très importants événements. Par exemple, la Commune de Paris, en 1871, est un terrible et sanglant échec. Néanmoins, c'était la première insurrection ouvrière qui prenait le pouvoir dans une grande capitale, et c'est un événement politique sur lequel on réfléchit encore aujourd'hui. De même, la révolution culturelle en Chine, entre 1966 et 1976, c'est un échec total, mais c'est un événement si complexe et si riche que ce n'est que maintenant qu'on commence vraiment à le comprendre, à le penser et à en tirer des conséquences. Alors finalement, ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, dans les pays d'Europe centrale, et singulièrement en Tchécoslovaquie, puis dans la République tchèque, peut être interrogé par celui qui s'intéresse à la pensée politique à partir de la question suivante: l'effondrement du système soviétique et du système des démocraties populaires est-il un événement dont on peut tirer des conséquences ayant une valeur universelle? Alors, le point de méthode à examiner d'abord est le suivant. Un événement ne peut avoir de valeur universelle s'il est uniquement négatif. Ou plus précisément, si son contenu est seulement de détruire une situation et de la remplacer par une situation déjà parfaitement connue et installée ailleurs. En effet, un événement qui intéresse le philosophe est pour la pensée et l'action une création, une nouveauté qui doit avoir un contenu positif. Par exemple, la Commune de Paris était un échec, et c'était un événement parce qu'elle montrait pour la première fois dans l'histoire du monde que le pouvoir politique pouvait appartenir aux ouvriers et aux pauvres et non aux classes possédantes. Alors il est clair qu'à partir de la fin des années 80 du dernier siècle, il y a eu dans toute l'Europe centrale et orientale un phénomène de négation, de destruction. Tout le vieux système économique et politique qui fonctionnait sous le nom de démocratie populaire a progressivement complètement disparu. Mais
est-ce que cette disparition a été l'occasion d'une création, d'une nouveauté dans la pensée et l'action politique? Vous savez, les révolutionnaires ont depuis longtemps un proverbe qui est « sans destruction, pas de construction ». C'est bien vrai. Mais dire construction n'est pas forcément dire invention. On peut construire en copiant des modèles existants. La question devient alors, qu'est-ce qui a été construit sur la ruine du système des démocraties populaires, dans votre pays et dans d'autres pays, notamment de l'Europe centrale? Est-ce que cette construction a été, elle, un véritable événement historique? Ou a-t-elle été une négation, une destruction, certes bien réelle, mais sans invention à valeur universelle? Alors, je peux vous dire tout de suite la réponse que moi, je donne à cette question. Ce n'est que ma réponse, et je la propose à votre discussion. Le premier point, c'est que la destruction du système des démocraties populaires, spécialement en Europe centrale, plus spécialement en Tchécoslovaquie et en Pologne, mais aussi en Allemagne de l'Est et en Hongrie, aurait pu, en tout cas, donner lieu à une invention, à une création économique, sociale et politique. Alors, pourquoi je nomme ces 4 pays? Parce que ces 4 pays avaient derrière eux une première expérience historique de soulèvement populaire contre le système des démocraties populaires dominées par l'Union soviétique. L'Allemagne de l'Est en 1953, très tôt, mais aussi dans les années 80 par des mouvements qui ont eu lieu notamment à Leipzig, la Hongrie en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968 et la Pologne au début des années 80. Et dans 2 cas au moins, en Tchécoslovaquie, avec le réformisme socialiste de Dubček, et en Pologne, avec une partie du mouvement Solidarnosc, il y avait des hypothèses politiques nouvelles. Par conséquent, on pouvait trouver dans le passé historique des appuis pour que la destruction du système oppressif des démocraties populaires soit suivie d'une invention, d'une création qui intéresserait la politique en général et finalement qui aurait une valeur universelle pour tous ceux qui cherchent un chemin politique. Mon second point, c'est que je dis, hélas, que cela n'est pas arrivé. Le système des démocraties populaires a été remplacé par des choses bien connues de nous tous et bien plus vieilles que les démocraties populaires elles-mêmes. On a eu en économie le règne de la propriété privée capitaliste de type libéral. Dans le domaine social, la destruction ou la fragilité des systèmes de protection collective des plus pauvres. On a eu la réapparition d'inégalités très importantes dues directement à la fortune personnelle. Et en politique,
on a eu la démocratie électorale et parlementaire, de sorte que la destruction du système des démocraties populaires a donné lieu, dans tous ces pays, à ce qu'on peut appeler, non pas une création, mais un rattrapage. Quelque chose avait lieu en retard, pour des raisons historiques précises, tenant à la guerre mondiale et au pouvoir de l'Union soviétique, quelque chose qui avait lieu bien avant dans les pays d'Europe de l'Ouest, avait enfin lieu dans les pays d'Europe centrale. On peut dire qu'aujourd'hui, en gros, l'organisation collective, au niveau économique, social et politique, dans les pays d'Europe centrale, est devenue celle qui existait déjà en Europe de l'Ouest, pratiquement à la fin du XIXe siècle. Alors vous me direz, rattraper un siècle, c'est tout de même pas mal. Oui, mais du coup, il n'y a pas événement à portée universelle, il n'y a pas nouveauté dans la pensée politique. Or, je maintiens, c'est ce que je propose à votre discussion, je maintiens que cette possibilité existait. Je veux dire quelque chose d'exagéré. Pour moi, français, que finalement l'écroulement des démocraties populaires d'Europe centrale n'est donné qu'un rattrapage libéral, une copie de l'Occident, eh bien, c'est une déception. C'est votre libération, je le comprends bien, mais du point de vue de la pensée politique universelle et de sa possibilité, c'est une déception. Compte tenu du passé de ce pays, extrêmement chargé et courageux, de l'importance extrême de la création intellectuelle chez vous, de la vivacité de la création artistique, que finalement, après la destruction nécessaire des vieilles démocraties populaires, vous ayez seulement copié les recettes libérales des grandes puissances occidentales, et en particulier de mon pays, c'est une déception. Alors vous voyez, la question intéressante devient, mais quelles étaient les possibilités? Et pourquoi le choix ou la nécessité historique a-t-il été dans la direction d'une intégration au capitalisme mondialisé dans sa forme occidentale? C'est pour traiter cette question que nous allons nous servir du schéma que vous avez entre les mains, mais que vous devez être incapable de lire dans le noir. Alors, il s'agit là d'analyser dans son contexte général les conditions historiques et subjectives dans lesquelles s'est déroulée la fin des démocraties populaires, la fin de ce qui se présentait comme les États socialistes. Alors, l'hypothèse fondamentale du schéma est la suivante. La situation mondiale contemporaine, depuis les années 80 du dernier siècle, c'est-à-dire, si vous voulez, dans un espace d'un peu moins de 40 ans, ne peut être comprise à partir d'une seule contradiction. Aujourd'hui, en vérité, les propagandes politiques qui dominent la planète sont au nombre de 3. Et je tente de les définir. Premièrement, il y a le puissant camp occidental, les grandes puissances impériales d'autrefois, celui des odes,
des pays, des États où domine le grand capitalisme mondialisé. Là, on fait propagande dans ces pays sur ceci qu'on est le seul représentant de la modernité politique. Et la modernité politique, du point de vue de ces pays, c'est l'État représentatif démocratique qui tire sa légitimité des élections libres. Le monde occidental se présente donc comme le monde de la liberté. Déjà, du temps de la guerre froide, les États-Unis parlaient du monde libre. Pour ce camp, la contradiction principale, le capitalisme étant considéré comme naturel, évident et irremplaçable, la contradiction principale, c'est celle entre dictature, c'est-à-dire asservissement, et démocratie, c'est-à-dire liberté. C'est la première orientation claire. Deuxièmement, sans contester d'aucune façon le capitalisme mondialisé, un camp que j'appelle réactif en appelle à la tradition contre la modernité. Souvent, ce camp réactif se réclame de la religion, du christianisme, comme dans le Parti républicain aux États-Unis, de l'islam, comme en Turquie ou en Iran, de la singularité juive, comme en Israël, du nationalisme, comme au Japon, en Hongrie, ou de plus en plus dans la Russie de Poutine. Alors tout cela peut définir des particularités locales, mais l'essentiel est d'affirmer la compatibilité entre un enracinement traditionnel, réactif, religieux, national, voire racial, et le capitalisme dominant. Aucun de ces pays, en effet, ne propose un autre modèle que le capitalisme dominant. La différence est tradition contre modernité. On peut donc donner à cette propagande le nom très général de fascisme. Je définis ici fascisme par une vision anti-moderniste, acharnée, nostalgique de l'époque des nations et du conservatisme moral et social, mais qui reste violemment articulée au capitalisme lui-même. La contradiction principale pour ce courant réactif est, sur fond de capitalisme tout aussi naturel et évident que pour le camp occidental et démocrate, la contradiction entre les vicieuses libertés modernes et l'ordre traditionnel. Enfin, troisième hypothèse, un camp militant, aujourd'hui très affaibli à échelle planétaire, soutient que la contradiction principale demeure celle qui oppose, sous le nom de communisme ou sous un autre nom si on préfère, un mouvement d'émancipation collective et, comme le disait Marx, de libre association au capitalisme lui-même. En somme, vous voyez, la situation actuelle exhibe trois contradictions qui sont déclarées officiellement comme principales par des États et par des opinions publiques, ou par des groupes restreints, deux sur fond de capitalisme assumé, qui sont la contradiction entre dictature et démocratie et la contradiction entre modernité et tradition, et puis une seule qui s'en prend au capitalisme dominant et qui affirme que la contradiction principale, quelles que soient ses variations, ses fluctuations, demeure depuis 2 siècles celle qui oppose le capitalisme et la propriété privée au communisme et à la libre appropriation collective. Alors, j'appartiens à cette dernière orientation. Et vous
dire que je ne suis pas dans la majorité. Mais je propose de travailler la conjoncture contemporaine, dont les pays d'Europe centrale sont un point sensible, en tout cas à partir de deux contradictions et non d'une seule. La thèse, c'est que les événements du monde contemporain démontrent clairement que dans la conscience des masses populaires, et singulièrement dans cette fraction qu'on appelle les classes moyennes, et qu'il vaut mieux désigner du nom de petite bourgeoisie éduquée, le drame, j'emploie ce mot, le drame, c'est que la contradiction entre modernité et tradition opère finalement contre la contradiction entre capitalisme et émancipation. Et que du coup, une division axée sur le désir d'Occident, je le redéfinirai tout à l'heure, sur le désir d'Occident comme seul recours contre la tradition, expose le mouvement historique dans son ensemble à une captation finalement autoritaire au service des intérêts du capitalisme mondialisé. Ceci me permet de vous donner tout de suite une sorte de lecture du schéma comme une sorte de grille dont vous pouvez vous servir pour utiliser et étudier de nombreuses situations. Je prends la forme la plus simple, celle qui est en anglais. La langue mondiale. Alors, je commence par expliquer le sens des 4 sommets du carré. Ces 4 sommets, vous voyez qui sont modernité, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, modernité, capitalisme, tradition, communisme. Communisme, vous pouvez mettre, on verra sur le mot, mais vous pouvez mettre idée de l'émancipation, ou idée de la libre association, ou idée que du collectivisme, ou même socialisme. Ces 4 termes sont au croisement de 2 contradictions principales. La contradiction numéro 1, c'est la contradiction entre capitalisme et communisme. C'est la contradiction qui a dominé en vérité une bonne partie du XIXe siècle et une grande moitié, une lourde moitié du XXe, c'est-à-dire la contradiction qui porte sur le fond même de l'organisation sociale, économique et politique des sociétés. Communisme, ici, j'y reviendrai, vous le prenez dans le sens le plus général, c'est-à-dire le vœu d'organiser la société sur une autre base que le primat absolu des intérêts privés. La contradiction entre capitalisme et communisme, c'est donc une contradiction majeure, même si aujourd'hui, dans les esprits et dans les peuples du monde, elle est tout à fait mineure ou rejetée. Elle est fondamentale au sens où elle indique simplement 2 possibilités stratégiques quant à l'organisation générale des sociétés humaines. Qu'une des hypothèses soit aujourd'hui malade ou provisoirement presque morte à cause de l'expérience soviétique et de quelques autres, n'empêche pas que c'est une contradiction majeure parce que c'est celle qui indique une autre possibilité que la possibilité dominante. Si vous n'avez pas cette autre possibilité, si vous supprimez le communisme, si donc la seule et unique possibilité d'orientation et de création des sociétés et le capitalisme mondialisé que nous connaissons, alors nous sommes dans la fin de l'histoire, comme le soutient l'idéologue américain Fukuyama.
sommes dans la fin de l'histoire, puisque nous sommes arrivés au modèle général, unique, indépassable, d'organisation de la société, qui est son organisation sous la loi de la privatisation des intérêts comme règle de la vie collective. Cette contradiction, aujourd'hui, est une contradiction affaiblie, très affaiblie, et je la mentionne simplement comme fondamentale, parce que sinon, nous devons assumer que nous sommes dans la fin de l'histoire, ce que je ne crois pas du tout. Elle est toutefois, à mon avis, aujourd'hui dominée par une autre contradiction, à la fois liée à la première et qui la contredit, c'est pour ça qu'elles sont en perpendiculaire, qui est la contradiction entre modernité et tradition. Alors, modernité, ça veut dire quoi? Modernité, ça veut dire une figure de la vie personnelle et sociale qui semble aller de l'avant, se transformer et se libérer. La modernité, c'est à la fois les nouvelles technologies, les nouvelles coutumes, les nouvelles mœurs, les libertés individuelles, les moyens de communication modernes, etc. C'est tout cet ensemble de choses qui constitue notre univers, structuré par le capitalisme, mais se présentant comme le seul univers moderne. La tradition, qu'est-ce que c'est? La tradition, c'est l'attachement aux vieilles valeurs familiales, nationales, raciales, religieuses, et l'idée que la modernité exagère, que la modernité défait le lien social, attaque des valeurs respectables, et que par conséquent, on peut lui opposer la défense de la tradition. Donc, le schéma va comporter 4 pôles, parce qu'il y a 2 contradictions. Ces 4 pôles sont le pôle modernité opposé au pôle tradition, et le pôle capitalisme opposé virtuellement au pôle communisme, en tant qu'autre possibilité d'organisation de la vie collective. Alors maintenant, je parcours les côtés du carré en tournant vers la gauche d'abord, puis en revenant. Une caractéristique tout à fait fondamentale de l'Occident comme puissance subjective, comme influence personnelle, spirituelle, comme influence sur les esprits, c'est que l'Occident, les États-Unis, l'Europe, peut-être demain la Chine, peut-être déjà le Japon, c'est essentiellement l'idée que la puissance de la modernité est liée au capitalisme. C'est qu'il n'y a pas d'autre modernité que dans l'élément du capitalisme et de l'autorité de la propriété privée, n'est-ce pas? Donc, Occident, Western World, c'est le côté qui relie fondamentalement capitalisme et modernité et qui fait la puissance de séduction du capitalisme lui-même. Une puissance de séduction liée au fait qu'il apparaît comme le porteur, dans tous les domaines, de la modernité. Donc Occident occupe ce côté du carré. Tout de suite après, l'autre côté qui suit, c'est le côté qui prétend, au contraire, qu'on peut parfaitement lier le capitalisme à la tradition, qu'on peut développer l'industrie, la modernité technique, etc., dans un cadre qui n'oblige pas à la modernité personnelle, sociale, des mœurs, etc. C'est-à-dire, c'est la vision possiblement réactionnaire du développement du capitalisme lui-même. Alors, il est très important, au point où nous en sommes, de constater que le capitalisme peut en effet s'accommoder des deux. Nous avons dans le monde aujourd'hui un capitalisme modernisé de type Occident, nous avons un capitalisme très lié à la tradition dans des pays du Moyen-Orient, largement en Chine, où le régime politique est autoritaire, et dans une certaine mesure dans la Russie d'aujourd'hui. Donc, la force du capitalisme
ça c'est un point qui mérite d'être regardé de près, la force du capitalisme, c'est sa capacité à pouvoir être la forme d'organisation économique majeure qui peut se présenter comme le champion de la modernité, mais qui peut aussi être parfaitement compatible avec la restauration des traditions. Nous avons de plus en plus de pays dans lesquels, par exemple, le nationalisme agressif est très vigoureux, en même temps que le développement de l'économie est absolument de type capitaliste. Je passe maintenant au troisième côté, sur la droite, les États socialistes. Alors, ce que je dis là, c'est que, en réalité, les États socialistes, l'URSS, les démocraties populaires, la Chine, ont été en réalité très largement, non pas du tout les créateurs d'une modernité, mais un lien entre l'idée communiste et la tradition. Autrement dit, je soutiens que ce sont des régimes qui ont été conservateurs dans beaucoup de domaines, notamment à partir d'un certain moment de leur installation. Ils ont été conservateurs dans le domaine des mœurs, tout le monde le sait. Ils ont fini par être conservateurs dans le domaine de la création artistique. Ils ont été conservateurs par la manière dont ils utilisaient l'idéologie nationale. Ils n'ont pas été extrêmement actifs sur la question raciale elle-même. Finalement, ils ont conservé toute une série d'aspects de la vieille société, de telle sorte que l'idée d'émancipation n'a pas été créatrice d'une nouvelle modernité, comme cela avait été espéré ou pouvait être espéré, notamment dans les années 20 du dernier siècle. D'où l'aspect réactif de ces États et finalement le fait qu'ils aient perdu la guerre froide, au regard du capitalisme qui, lui, se déclarait créateur d'une nouvelle modernité subjective et sociale. Et enfin, le quatrième côté, eh bien, le quatrième côté, c'est celui qui n'existe pas. C'est le côté qui serait la recréation d'une politique nouvelle qui lierait le communisme, non pas à la tradition réactive et autoritaire, mais à la modernité, et qui ferait du communisme le support d'une nouvelle modernité. Et je pense, j'y insisterai tout à l'heure, que telle est la chose que nous aurions pu et que nous devons encore aujourd'hui créer. Voilà l'espace général dans lequel je lis, je décrypte le monde contemporain du point de vue de sa subjectivité. Alors, cette analyse nous montre ceci, pour revenir à la question des démocraties populaires en Europe. Je pense que l'effondrement des États socialistes dans les années 80 du dernier siècle ouvrait non pas à une seule possibilité, mais à trois possibilités différentes. Si vous regardez le schéma, on pouvait, d'une certaine manière, pivoter autour du point fixe de la tradition, à partir des États socialistes, pivoter autour du point fixe de la tradition pour la rabattre du côté du capitalisme. C'est-à-dire une bascule réactionnaire était possible, réactive, qui aurait pivoté autour du point fixe de la tradition, nationaliste en politique, religieuse, morale, pour la réglementation de la vie privée, conservatrice et autoritaire au niveau de l'État. Il s'agirait alors de recoller la tradition, qui était du côté du socialisme, de la recoller au capitalisme, et donc de mettre à l'ordre du jour une sorte de nouveau fascisme, ou de nouvelle figure réactionnaire et autoritaire. Et c'est, il faut bien le dire, la voie tentée
par exemple par le gouvernement Orban en Hongrie. Ce n'est pas une abstraction. Ce fut à certains moments une tentation en Pologne. C'est en un certain sens, à l'arrière-plan, l'orientation actuelle dans la Russie de Poutine. Abandonner la collectivisation communiste, se retourner vers le capitalisme, mais le faire dans une connexion essentielle à la tradition nationale et autoritaire. C'était une possibilité, et c'est une possibilité qui continue à exister et à se développer. La deuxième possibilité, c'était une projection du côté État socialiste, vous voyez sur le schéma, sur le côté opposé. C'est-à-dire, au fond, là où les États socialistes avaient disparu, laisser triompher le désir d'Occident, s'identifier à l'Occident, demander son intégration à l'Occident, c'est-à-dire à la liaison entre capitalisme et modernité. On ferait une critique mesurée de la tradition, d'un côté, notamment en ce qui concerne le libéralisme et le pluralisme politique, contre les gouvernements autoritaires. On ferait une critique radicale du communisme, d'un autre côté, et donc une intégration sans complexe dans le capitalisme mondialisé et la souveraineté de la propriété privée. C'est-à-dire on se projetterait, le côté bas droit étant complètement disparu, on se projetterait directement sur le côté opposé, c'est-à-dire sur la corrélation entre capitalisme et modernité. Je pense que c'est l'orientation dominante aujourd'hui dans les pays de l'Europe centrale que de désirer cette intégration. Mais il y avait une troisième possibilité, formelle, c'était l'invention d'une nouvelle politique. L'invention d'une nouvelle politique qui aurait pivoté cette fois, non pas autour du pôle de la tradition, pour donner la situation autoritaire et nationaliste qu'on trouve par exemple en Hongrie aujourd'hui, mais qui aurait pivoté autour du pôle communiste pour le rabattre du côté de la modernité. Qui pivoterait autour du pôle communiste pour le raccorder à la modernité. Dans ce cas-là, on aurait intégré, dans le cas de la République tchèque, les enseignements, les propositions et la pensée des limites de tout ce qui a circulé dans ce pays dans les années 60. Ça aurait été une espèce de réinjection ou de complémentation de l'effondrement de la démocratie populaire, non pas par une intégration à l'Occident, mais par un travail intérieur sur des nouveautés socialistes qui raccorderait la politique, l'État, le pays à la modernité réelle et qui inventerait, ce faisant, une nouvelle politique en même temps qu'une nouvelle modernité. Cette voie, il faut le dire, est restée, à partir des années 80, pratiquement inexplorée. Alors, quelle en est la raison? Pourquoi cette voie, qui après tout avait même quelques arrières historiques, du côté de la fin des années 60, comme elle en avait en Pologne, du côté de certains aspects de l'activité de Solidarność, pourquoi cette voie n'a pas été explorée ou pratiquée? Alors la raison principale, à mon avis, c'est que la modernité reste aujourd'hui articulée fondamentalement au capitalisme, sans qu'on arrive à défaire cette articulation. Et cela, c'est la figure dominatrice réelle de l'Occident, du monde occidental, États-Unis et Europe. Et cette domination, elle crée une force subjective, presque irrésistible, que l'on trouve très bien aujourd'hui jusque en Chine, jusque dans les figures des pays émergents. Et cette force subjective, je l'appelle le désir d'Occident. Le désir d'être dans ce monde-là,
parce qu'il apparaît dans tout le brillant du monde de la modernité technologique, sociale et individuelle. Cette force, le désir d'Occident, aujourd'hui, l'emporte sur tout autre dans le monde entier, sans qu'on prenne garde à ce qu'au nom de la modernité, en effet réelle, mais très particulière, il faudra accepter son support effectif, qui est le capitalisme mondialisé, et par conséquent l'emprise de la propriété et des intérêts d'une petite oligarchie sur l'organisation complète du monde. Alors, je soutiens que contre ce désir d'Occident, irrésistible aujourd'hui, et qui tire le capitalisme dans sa mondialisation à partir de la modernité brillante, scintillante et désirée, il faut proposer une nouvelle idée. Une nouvelle idée, c'est-à-dire la possibilité d'une nouvelle modernité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la politique est partout faible dans le monde. La politique qui n'est pas la politique que fait tout le monde, quoi. La politique de gestion du capitalisme mondialisé. Elle est faible faute d'une idée alternative qui serait la création d'une nouvelle modernité. Cette nouvelle idée devrait être une idée stratégique partageable par quiconque se soucie de continuer l'histoire, de ne pas considérer qu'avec l'Occident, nous sommes arrivés au bout de l'histoire humaine. Cette idée stratégique, elle tournerait autour de 4 points, je pense. 4 possibilités, 4 affirmations de possibilités. Premièrement, il est possible d'organiser la vie collective autour d'autre chose que la propriété privée et le profit. Le capitalisme n'est pas et ne doit pas être la fin de l'histoire. Deuxième principe, il est possible d'organiser la production des biens nécessaires autour d'autre chose que la spécialisation et la division du travail. Il n'y a aucune raison que se maintienne la séparation entre le travail intellectuel et le travail manuel, ou la séparation entre les tâches de direction et les tâches d'exécution. Troisièmement, il est possible d'organiser la vie collective sans référence à des ensembles identitaires fermés, comme les nations, les langues, les religions, les coutumes. Toutes ces différences peuvent et doivent coexister de façon féconde à l'échelle de l'humanité tout entière. L'avenir, à mon sens, est du côté de l'internationalisme complet. Quatrième principe, il est possible de faire peu à peu disparaître l'État comme puissance séparée ayant le monopole de la violence. La libre association des hommes et la rationalité partagée peuvent et doivent remplacer la loi et la contrainte. Alors, ces 4 points composent pratiquement la définition du communisme telle que nous la trouvons dans Marx, pas dans les États socialistes de la séquence XXe siècle. Nous la trouvons dans Marx comme dans d'autres penseurs du XIXe siècle. C'est la reconstruction de la force et de la vraie signification de cette idée qui entamera la puissance de séduction de la modernité capitaliste. Il s'agit donc, vous le voyez, reprenons le schéma, de faire exister le 4e côté, celui qui est en pointillé sur les schémas, de le faire exister. Celui qui aurait dû relier fortement, constamment, le communisme à la modernité, créant ainsi contre le règne de la marchandise
une nouvelle modernité extérieure à la circulation monétaire, au profit et à l'achat de produits inutiles. Une modernité créatrice et désintéressée. Alors je voudrais terminer par un poème. Au fond, quand on propose quelque chose qui est lié à l'émancipation de la pensée et de l'action humaine, la poésie vaut souvent mieux que le discours. Et ce poème donne une idée du style de cette modernité, de son souffle, de l'espoir qu'elle véhicule. Il s'agit du poème « Génie » d'Arthur Rimbaud, tiré du recueil « Les Illuminations » que je vous lis maintenant. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous le rappelons et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne, sa promesse sonne. Arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges. C'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas. Il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant, et étant aimé. Oh, ses souffles, ses têtes, ses courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Oh, fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles, sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance, sonores émouvantes dans la musique plus intense, son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Oh, lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Oh, monde, et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments là, le héler, le voir et le renvoyer, et sous les marées hauts des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Merci.